Je m'excuse immédiatement pour le bruit de ventilateur en fond, mais une fois de plus, la chaleur est accablante à l'étage, donc je ne peux pas me permettre de tourner sans. J'essaierai d'atténuer les bruitages au montage. Et maintenant, on est parti pour un avis lecture. Je commence tout de suite avec une BD publiée chez les éditions Bambou, Incroyables végétaux. Alors, au scénario, nous avons Sébastien Mao, Caroline Dubreuil et le dessinateur est Alain Sirvent. Il s'agit d'un ouvrage paru en mai, donc chez les éditions Bambou, comme je vous le disais. La particularité de cet ouvrage, je vous mettrai tout en insert pour que vous vous rendiez compte, c'est qu'on va rencontrer tout un tas de variétés de plantes, mais on va les étudier sous le prisme de l'humour, bien sûr, puisque les éditions Bambou proposent majoritairement des BD humoristiques, mais il y a aussi bon nombre d'informations sur leur capacité à s'acclimater à tel ou tel sol, la température qu'il leur faut, le calme ambiant, l'humidité, bref, tout un tas de données qui sont beaucoup plus scientifiques, je dirais, beaucoup plus penchées sur la botanique en tant que telle que sur voilà, l'aspect divertissant. La BD se focalise bien sur un aspect plus scientifique. Les dessins gardent donc ce ton humoristique dont je vous parlais. On a des illustrations qui sont très très riches en couleurs, avec des couleurs très vives aussi, qui sont assez criardes par moments. Ce n'est pas du tout ce que je préfère en termes de graphisme, bien que je comprenne que ça se prête parfaitement au genre de l'humour, qui est donc le genre de prédilection de cette collection de la maison d'édition. Mais voilà, ce n'est pas forcément ce qui me plaît le plus. En revanche, j'ai beaucoup apprécié découvrir des informations sur les végétaux par le biais de planches qui sont assez ludiques finalement. Cet ouvrage peut vraiment être proposé à un lectorat de n'importe quel âge, ce qui est très appréciable. Vous achetez la BD, je crois qu'elle est au prix de 12 € et tout le monde peut en profiter dans la maison parce que c'est extrêmement accessible. Et aussi la personne peut-être dans la maison qui aura plus la main verte ou qui s'intéressera plus aux végétaux de façon générale, y trouvera son compte en termes de renseignements. Une BD donc que j'ai appréciée, bien que si d'autres tomes sortent, je ne pense pas à lire la suite parce que je ne suis peut-être pas suffisamment férue de botanique pour continuer la collection. Mais en tout cas, j'étais contente de découvrir ce travail. Je continue avec une BD de Scott Magoon publiée chez les éditions Albin Michel. Donc depuis peu, Albin Michel propose dans son catalogue jeunesse certaines BD et donc la première que j'ai découverte, je vais vous en parler de plusieurs, mais la première que j'ai découverte en tout cas, c'est l'émission Greux. Pardon, l'émission du Greux. Le Greux, c'est une espèce d'ensemble d'animaux qui travaillent sur des enquêtes. Voilà, ce sont des enquêtes menées par des animaux. Alors, le plus souvent, dans la majeure partie des cas, d'ailleurs, je ne sais pas si ce n'est pas le cas pour tous, je ne me suis pas assez penchée sur la question, sont des animaux éteints. Vous avez notamment des tigres aux dents de sabre, un mammouth, une grenouille d'une espèce quasi éteinte. Bref, et donc tous ces protagonistes vont œuvrer pour résoudre un certain nombre d'enquêtes. Il y a un petit côté Sherlock Holmes, mais quelque chose de plus moderne aussi à la Mission Impossible. Donc voilà, une espèce de mariage assez surprenant entre finalement l'origine des récits d'enquête et je dirais la finalité des récits alors non pas d'enquête mais plus d'espionnage. Donc on a voilà ces deux pôles qui sont articulés dans la BD. Je ne suis pas une grande fan de ce type de récit, j'ai beaucoup aimé les illustrations qui sont très originales. Encore une fois, vous aurez juste ici une idée générale de ce que vous pourrez trouver dans cet ouvrage. Mais voilà, ce n'a pas été un gros coup de cœur, je ne suis pas sûre que je continuerai la lecture de cette série non plus. C'était divertissant mais ce n'était pas vraiment pour moi. En revanche, un autre ouvrage qui est paru chez les éditions Albin Michel, donc dans cette branche jeunesse BD, il s'agit de Beowulf, que j'ai beaucoup apprécié. On est sur un ouvrage complètement atypique, encore une fois vous aurez les illustrations ici, que ce soit dans l'univers graphique qui certes conserve les traits très arrondis que l'on peut attendre dans les graphiques jeunesse, mais qui surtout met en avant plusieurs protagonistes qui sont des enfants et qui vont se battre contre le monde des adultes. Alors ils vont se battre avec leurs propres armes, il y a des scènes tout de même assez violentes, mais c'est fait vraiment avec beaucoup de philosophie, beaucoup d'humour et beaucoup de justesse également. Je trouve que c'est un ouvrage parfaitement mesuré, je pense que c'est le bon terme. Mesuré mais parfaitement original, puisque vraiment j'ai trouvé que ce texte était très prenant, très mignon, très touchant et encore une fois très philosophique, avec une espèce d'ode à l'enfance véhiculée par des enfants qui certes ont une énergie qu'ils ont du mal à canaliser et qui en font un petit peu n'importe quoi, mais qui en même temps ont de véritables combats, de véritables raisons de les mener, et pour toutes ces raisons là j'ai trouvé que Beowulf était extrêmement réussi.
Je me permets juste de prendre mon téléphone quelques petites secondes pour vous mentionner les noms des auteurs et illustrateurs, puisque je ne m'en rappelle plus. À la traduction, on aura Aude Pasquier, au texte on a Zach Weinersmith et au dessin on a Boulet. Voilà, donc comme ça, si vous voulez en savoir un peu plus, ce sont les informations techniques de l'ouvrage. Mais là pour le coup, je vous conseille vraiment d'y aller. Si vous aimez les ouvrages graphiques, vous serez surpris tant par l'univers graphique, comme je le disais, que par le scénario en lui-même. Je continue avec une troisième BD publiée toujours dans la même collection. Il s'agit, excusez-moi, j'ai beaucoup de mal à articuler avec cette chaleur. Il s'agit de Cléo Super Sirène, le premier tome, L'île des prédateurs d'Anthony Calla et Greg Deezer. Je vous mets tout encore une fois juste ici. Alors il s'agit d'un premier tome que je n'ai pas beaucoup apprécié. Je ne continuerai pas la saga une fois de plus. L'univers graphique ne m'a pas beaucoup plu. Je vous le montre rapidement, bien que vous ayez les illustrations juste, qui seront affichées par ici. Je n'ai pas été très conquise par l'univers graphique et qui a un côté un petit peu années 80. Pas du tout édulcoré pour le coup, chose quand même que j'aime bien dans les graphiques curieusement, puisque j'aime bien ce qui dérange, mais j'aime bien aussi parfois avoir des petites pointes de douceur. Là on était dans un entre-deux pas très clair finalement, c'était assez nébuleux. Je sais qu'il y a tout un message sur le harcèlement et sur la question du handicap, puisque Cléo souffre d'une paralysie des jambes, si je me rappelle bien. Et en fait, il n'y a que dans l'eau, avec sa queue de sirène, qu'elle peut vraiment se mouvoir et envisager d'embrasser un destin beaucoup plus grand que celui auquel elle était soumise de par l'accident qu'elle avait subi. Voilà, donc il y avait toute cette dimension-là qui était certes intéressante, mais qui n'était pas, je trouve, convenablement portée par le reste du texte. Donc c'est vraiment une lecture en demi-teinte, et même c'est une lecture assez moyenne, je dois dire. Donc je ne vous recommande pas particulièrement de vous pencher sur ce titre, bien que je veuille souligner que cette collection d'Albin Michel est quand même très novatrice, dans le sens où elle propose énormément de choses. Je pense que la seule maison d'édition en graphique à laquelle je pourrais la comparer, ce sont les éditions Kinaï, voilà, qui proposent également cette diversité de catalogues avec des ouvrages qui sont dans des ruptures à la fois graphiques mais aussi de thématiques. Pour l'instant, je comparais cette collection à cela, bien que je n'ai lu que 3 BD dans cette collection-là et que j'en ai reçu une 4e, je ne peux peut-être pas encore me faire une idée bien déterminée de la collection en tant que telle, mais voilà, grosso modo, en faisant une analyse peut-être un petit peu à l'emporte-pièce, je dirais que ouais, ça ressemble pas mal à Kinaï. Cela faisait très longtemps que je n'avais pas eu un coup de cœur pour un shonen. Le dernier en date, il me semble que c'était, on va dire, les 5-6 premiers tomes de Tokyo Revengers, et avant ça, c'était les premiers tomes de The Promised Neverland, en sachant que pour ces deux sagas, je me suis essoufflée, clairement. La lecture a fini par être assez moins agréable, tout au moins, peut-être pas contraignante, mais moins agréable. Mais là, je viens de rencontrer un shonen que je trouve absolument fascinant, que j'adore, qui me fait beaucoup rire, que je trouve très touchant, en fait, dans lequel je retrouve toutes les qualités du shonen, mais avec la patte d'un auteur que je ne connaissais pas et que j'ai été ravie de découvrir. C'est un shonen proposé par Yuto Suzuki et il s'agit de Sakamoto Days, dont je vous ai déjà parlé dans un vlog, me semble-t-il. Je suis rendue au 8e tome de cette saga et je dois avouer que tous les tomes sont un véritable plaisir. Je prends beaucoup de satisfaction à découvrir cette saga avec des personnages qui sont hauts en couleur, qui vivent des choses absolument rocambolesques, mais je trouve que comparativement à beaucoup de shonen qui ont tendance peut-être à s'étaler un petit peu trop vite sur le passif des protagonistes, là ce n'est pas le cas. Les personnages arrivent, croisent la route de Sakamoto, s'intègrent ou non dans le groupe, peut-être reviennent plus tard, se permettent finalement des va-et-vient et des changements d'idées, ce que je trouve très bien et très réaliste. Et comme nous sommes un petit peu dans l'univers des Yakuza, Sakamoto est un personnage qui a décidé de rompre avec son passé de bandit lorsqu'il a rencontré sa femme dont il est tombé éperdument amoureux. Il renonce donc à sa vie sous promesse vraiment contrainte qu'il fait à son épouse, et il va se retrouver gérant d'une supérette, et dans cette supérette, plusieurs tueurs à gages vont le chercher et essayer de le tuer. Donc il va systématiquement se défendre en sachant qu'il a juré à sa femme de ne plus jamais tuer personne, ce qui devient assez compliqué comme vous vous en doutez, puisqu'il est recherché et le cachet au-dessus de sa tête est absolument mirobolant. Donc c'est très compliqué pour lui, mais c'est un personnage qui parle finalement assez peu.
et voilà, qui va vraiment rencontrer d'autres personnages, comme je vous le disais, qui sont un peu plus jeunes, qui sont moins expérimentés, mais qui vont tirer parti de son expérience, qui vont tisser avec lui des relations authentiques et fortes, ce qui était très 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 appréciable. Voilà, moi j'adore Sakamoto Days, je peux que vous encourager à découvrir la saga si vous souhaitez un shonen un petit peu différent, avec certes les grands axes communs, courants du shonen, à savoir voilà, les héros qui vont évoluer entre eux, la place fondamentale de l'amitié, cette espèce de destinée commune, le fait d'œuvrer dans un seul et même sens vers des objectifs communs, tout en ne niant pas les objectifs individuels de chacun. Il y a vraiment tout ça dans Sakamoto Days, donc vraiment lancez-vous si vous êtes curieux. Le dernier manga dont je vous parle, il s'agit de Kuro. C'est un premier tome publié chez les éditions Glénat. Je viens de recevoir le second, il faudra que je me lance. Là on est dans un seinen assez particulier qui a vraiment des vibes très gothiques et Tim Burton. Tim Burton de l'époque, donc plus de l'époque Étrange Noël de Monsieur Jack, Vincent, toute cette... les noces funèbres, je pense que vous voyez un petit peu l'idée, sinon je vous mettrai des illustrations juste là, à la fois du manga et de l'univers de Tim Burton que je mentionne. Donc voilà, on est dans ces espèces d'étrangetés avec une petite fille qui a un chat, qui la suit absolument partout, mais chat qui est assez différent des compagnons que nous pouvons avoir, nous, simples mortels, puisque Kuro est une jeune fille assez particulière qui a des dons assez particuliers, bien que ce ne soit absolument pas encore amorcé dans le premier tome, qui pose juste les bases et présente les personnages. Je suis désolée, je me touche frénétiquement les cheveux, mais la chaleur est une nouvelle fois accablante. C'est donc très difficile de tourner. Voilà, donc Kuro, c'est un petit peu tout ça. Alors c'est très mignon, c'est bien fait. Je trouve que c'est mieux que un manga qui est paru il y a pas si longtemps que ça et dont on a pas mal entendu parler sur les réseaux, qui était Shadow House, je crois. J'avais beaucoup apprécié les 3-4 premiers tomes parce qu'on avait tout un tas d'énigmes autour du manoir dans lequel évoluaient les personnages. J'aimais bien l'idée des poupées qui prenaient la place des nobles qui vivaient dans cette maison et qui avaient perdu leur apparence physique et leurs expressions. Tout ça j'avais beaucoup aimé, mais ensuite on était parti trop loin, ça me plaisait plus, voilà. Mais Kuro, c'est un petit peu dans cette vibes là. Donc vous avez le côté encore une fois un petit peu mystique, ésotérique, sombre, Tim Burtonesque, voilà, mais avec comme protagoniste une petite fille qui est vraiment une petite fille pour le coup, qui certes fait plein de choses seule, notamment le ménage. C'est un truc que je comprends assez peu dans leur... D'ailleurs dans les seinen comme ça, les petites filles font toujours le ménage habillées en soubrette. Je trouve que c'est vraiment... c'est catastrophique, bref. Mais dans l'univers en tant que tel, les illustrations et pour le travail éditorial qui a été fait, je trouve que pour l'instant le pari est réussi pour ce premier tome. Malgré une fois de plus toutes les critiques que je viens de faire et que je pense tout de même assez fort. Je continue avec Le Tombeau des Immortels, Vampiria America de Victor Dixon, qui est donc le premier tome d'une nouvelle trilogie, si j'ai bien compris. Et si je n'ai pas compris, sachez seulement que ça s'inscrit dans l'univers de Vampiria. Jusque-là, dans Vampiria, nous étions à Paris et le plus souvent à Versailles, avec donc Louis XIV qui avait transmuté en vampire et qui régnait donc sur la Mania Vampiria à travers toute l'Europe. Là, nous sommes donc aux États-Unis. Et les protagonistes sont des desperados. Donc ils sont 6, ils ont tous vécu des choses absolument dramatiques qui ont fait que le cours de leur vie ont radicalement changé. Et ils vont se rebeller donc contre ces castes vampiriques qui leur ont volé ce qui leur appartenait, leur destinée et potentiellement leur réussite, leur talent selon les personnages. On a donc une musicienne qui s'est fait voler son talent pour jouer du banjo. On a un personnage, donc Raphaël, qu'on connaissait déjà dans les premiers tomes de Vampiria, qui lui a été victime d'un filtre d'amour lancé par une comtesse vampire et qui donc est vraiment épris d'elle, mais parvient toutefois, chose qui n'était pas très présente d'ailleurs dans les premiers tomes si je me rappelle bien, à avoir des moments de lucidité où il sent qu'il a besoin de se libérer de cet amour qui le ronge. On a un autre personnage dont la petite sœur est accusée de sorcellerie et qui veut absolument réhabiliter son intégrité.
D'ailleurs, ça aussi c'est intéressant dans ce cycle de Vampiria, on parle beaucoup des sorcières, beaucoup de la condition des femmes à une époque qui certes est ici fictive puisque Louis XIV n'a pas transmuté en vampire et que nous ne sommes pas voilà, dans la manière Vampiria, mais vous avez tout ce côté d'inspiration un petit peu des procès de sorcières qui ont eu lieu pendant des siècles durant ces phases obscurantistes où majoritairement les hommes et le clergé se faisaient un malin plaisir de brûler des femmes accusées de sorcellerie. Bref, donc vous avez toutes ces dimensions-là. Il y a beaucoup de choses qui viennent cohabiter dans ce premier tome de Vampiria America, en sachant que vous retrouvez toujours donc la fluidité et la poésie de la plume de Victor Dixon, ce qui est très appréciable. Je pense que si vous avez aimé tout ce qu'il a pu faire avant, vous aimerez encore plus, parce que je trouve personnellement qu'il se bonifie de livre en livre, et je ne suis pas convaincue que cette saga doivent impérativement continuer à être publiés en young adulte. Je pense que même un lecteur de fantasy ou de fantastique adulte peut y trouver son compte. Certes, les enjeux et les rapports entre les personnages ont quelque chose d'assez peu mature par moment, mais les grandes thématiques qui sont sous-jacentes au récit sont les mêmes que dans les plus grands textes de science-fiction et de fantasy. Et encore une fois, la plume de Victor Dixon n'a pas grand-chose à envier à des auteurs de fantasy adultes. Donc voilà, pour toutes ces raisons-là, je me battrai pour que cette saga soit mise en avant et non pas seulement commercialisée sous un label Young Adult qui finalement étrique et enferme la possibilité à un lectorat différent de s'ouvrir à cette œuvre-là, ce que je trouve assez dommage. Donc voilà, très divertissant, très bon premier tome, j'ai hâte de lire la suite, et c'est comme d'habitude avec Victor Dixon. Un ouvrage que je vous ai présenté dans un des derniers vlogs, La vraie vie d'Adeline Dieudonné. Cet ouvrage, je l'ai lu dans le cadre d'une vidéo que je souhaite réaliser en lisant plusieurs Goncourt qui sont en lice chaque année, et en me faisant mon opinion sur moi, celui que je trouve le plus qualitatif. Alors je dois vous avouer que pour l'instant le processus est assez compromis, compte tenu du fait que j'ai beaucoup de mal à lire de la littérature blanche et que très souvent je suis frustrée par le traitement qui en est fait, ou par la misogynie ambiante, par les aspects très peu subversifs mais qui se veulent subversifs dans des sociétés un petit peu puritaines, je dirais, ou dans des sphères de la société un petit peu puritaines. Tout ce côté-là me dérange fortement parce que je trouve que tout ça a déjà été fait, et bien mieux, par des auteurs antérieurs. Donc je trouve ça dommage d'aller un petit peu réinventer l'eau chaude, si je puis dire. L'eau chaude ou l'eau tiède? Quelle est l'expression? Peu importe. En tout cas, ce n'est pas ce que fait Adeline Dieudonné avec La vraie vie, puisque je trouve qu'elle parvient véritablement à créer son univers avec une plume aiguisée, acérée, franche. Elle met en scène des personnages qui sont enfants, qui vont subir un traumatisme assez difficile à lire et très gore, je vous préviens. Il y a une scène qui certes n'est pas décrite dans le détail, mais sa seule mention peut, je l'entendrai, causer des cauchemars à des personnes qui peuvent être sensibles. Voilà, donc cet événement traumatique va faire que beaucoup de choses vont être changées dans la vie de... alors attendez que je retrouve le prénom de la petite fille. Je ne le retrouve pas, mais en tout cas voilà, donc on va suivre cette petite fille, son cheminement, sa volonté d'émancipation aussi, sa découverte de la sexualité, sa découverte de sa féminité, sa découverte aussi de sa place dans le monde, sa rébellion contre la place qu'occupe sa mère au sein du ménage à la maison, qui va surtout faire une critique très virulente du père et de sa violence. Et cette critique va beaucoup passer par l'analyse de la chasse que le père pratique assidûment et que son petit frère finit par pratiquer aussi. Voilà, il y avait vraiment beaucoup de choses qui étaient abordées par Adeline Dieudonné, notamment ce parallèle entre violence faite aux femmes et violence faite aux animaux. C'est un parallèle qui est très peu fait dans la littérature aujourd'hui, qui je pense est assez difficile à traiter aussi, on ne va pas se mentir. Je pense que c'est pour ça que peu d'auteurs s'y essaient, mais en tout cas ici Adeline Dieudonné s'y essaye et réussit franchement le pari. C'est quelque chose qui est sous-jacent, ce n'est pas ce qui est au premier plan, on ne parle pas que de ça, mais c'est un petit peu ce qui transpire du récit dans son ensemble. En tout cas, je vous recommande vivement de découvrir La vraie vie d'Adeline Dieudonné parce que c'était une très bonne lecture. 10h30 du soir en été de Marguerite Duras, et la première chose que je souhaite vous dire sur ce livre, c'est que si vous avez mes moderato cantabile,
ce livre est fait pour vous. Il y a des échos, je trouve, de l'un à l'autre qui sont assez impressionnants. Je les ai lus à peu près à la même période, puisque j'ai lu Moderato Cantabile l'été dernier, ou l'été d'avant, je ne sais plus. Alors, certainement que mon expérience de lectrice aussi me ramène à des réminiscences qui sont peut-être fausses, hein, et qui reposent simplement sur la réception que j'ai pu avoir de l'œuvre à cette époque-là et celle que j'ai aujourd'hui sur celle-ci. Mais après tout, toutes les expériences de lecture sont subjectives, donc bien évidemment, je ne pourrais pas être plus rationnelle que cela. 10h30 du soir en été, c'est l'histoire d'un couple qui est dans une position assez difficile. Ils sont en vacances en Espagne quand un meurtre a lieu. Les policiers vont chercher le coupable qui va être arrêté et condamné à mort au matin. Et la femme donc de ce mariage, alors je ne me souviens plus des noms comme d'habitude, est-ce que je vais retrouver ça? Maria, qui est mariée à Pierre et qui a une fille qui s'appelle Judith. Voilà. Donc ils sont tous les trois en vacances avec un quatrième protagoniste féminin, Claire. Je ne sais pas pourquoi je suis partie sur Thérèse, peu importe. Et donc Claire va entretenir une relation un petit peu ambiguë avec Pierre, donc le mari de Maria. Et c'est un petit peu voilà toute l'histoire de ce récit. Les conflits de cette famille, somme toute banales, qui vont être qui vont se dérouler dans le même temps que cet événement tragique, à savoir donc Rodrigo, je ne sais plus comment il s'appelle, qui assassine sa femme. Il va y avoir plein d'échos. On va essayer Alors, Marguerite Duras est très forte pour ça. On croise vraiment les aspérités et les enjeux des événements de vie de tous les personnages, alors qu'ils n'ont absolument rien à voir. Ça pourrait paraître irrationnel, ça pourrait paraître bordélique, mais pourtant elle arrive à faire ça vraiment d'une main de maître, avec vraiment, je sais pas, une justesse. Moi je l'imagine vraiment comme un métronome. Marguerite Duras, elle est vraiment très très forte pour ça, et ça a super bien fonctionné dans 10h30 du soir en été pour moi. Maintenant, ce n'est pas mon récit préféré de Marguerite Duras, ce n'est pas non plus celui que je conseillerais pour débuter la lecture de l'autrice, mais c'était une expérience très intéressante, et c'est un livre que je vous recommande de lire en été d'ailleurs, si vous aimez lire par saison. Pour le coup, là vous serez en plein dans cette atmosphère un petit peu humide de l'Espagne, où il fait extrêmement chaud, mais où la pluie tombe à torrent, en tout cas le soir où se déroule l'intrigue, et c'était très très bien. J'espère que je ne me suis pas mise à luire comme une guirlande de Noël, mais sinon je m'en excuse, nous ne sommes pas là pour le style. Donc Sur la plage de Chézil, c'est donc le dernier ouvrage que je vous présente pour ce book haul, cet avis de lecture, pardon. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des formats légèrement plus courts comme celui-ci pour vous présenter les ouvrages. Après, j'ignore combien de temps j'ai parlé, je ne m'en rends pas vraiment compte, puisqu'encore une fois avec cette chaleur j'ai l'impression de perdre complètement la tête. Mais bon, passons. Donc Sur la plage de Chézil de Ian McEwan, qui est un ouvrage anglais, je crois, si je ne me trompe pas. Donc c'est un ouvrage qui met en scène un couple, donc Édouard et Florence, qui partent donc sur la plage de Chézil pour fêter leur lune de miel. Ce sont deux jeunes gens qui n'ont jamais eu de rapport sexuel et qui se découvrent, qui s'aiment puissamment, qui ont une alchimie intellectuelle et des sensibilités finalement assez proches. On sent qu'il y a une grande complicité entre les deux personnages et qu'il y a un véritable attachement de l'un à l'autre, mais malheureusement va se révéler pendant ce séjour alors une chose dont Florence est au courant, mais que Édouard ignore, c'est que Florence ne ressent pas de désir sexuel pour son mari, et lui qui attendait cette nuit de noces avec impatience pour consommer le mariage, voilà, tant attendu, et finalement se donner à cette femme qu'il aime et recevoir cette femme qu'il aime, parce qu'il y a vraiment une dimension très romantique de la sexualité dans la conception du personnage masculin. D'ailleurs, j'ai trouvé ça assez surprenant. Quand nous sommes de son point de vue, certes, nous avons des scènes de description de la frustration de l'homme, mais on n'est pas dans un rapport violent à la sexualité. Il y a une attente, c'est sûr, il y a vraiment le désir de l'homme qui passe au-dessus du désir de la femme, clairement. Mais je n'ai pas trouvé que c'était, et c'est ce qui fait que j'ai beaucoup apprécié cette lecture, je n'ai pas trouvé que c'était à outrance et que c'était fait dans la plus grande des violences, bien que le roman s'ouvre quand même sur le fait que Florence se sente obligée de pratiquer certaines choses,
et le vivent extrêmement mal. Mais la façon dont c'est abordé par l'autrice fait que vous êtes immédiatement dans une dimension réflexive. Vous vous posez la question de... vous vous mettez à la place des personnages, vous avez beaucoup d'empathie. Alors c'est en ça que c'est très romanesque, parce que sinon je pense que les propos tenus pourraient presque tenir de l'essai, ou vraiment de l'engagement féministe, ce qui est le cas. Je pense qu'il y a un engagement derrière cela, mais en tout cas voilà, c'est un ouvrage qui aborde la question de la sexualité, en sachant que Florence et Édouard évoluent dans les années 60, si je me rappelle bien, oui c'est ça, dans une Angleterre un petit peu puritaine, où finalement parler de sexualité, et particulièrement de la sexualité et du désir des femmes, c'est quelque chose de très peu répandu, et ce couple ne déroge pas à la règle, ils n'ont jamais abordé la question, et malheureusement ils vont devoir l'aborder d'une façon extrêmement violente au moment où ils vont se rendre compte que leurs besoins et leurs envies divergent fondamentalement. Puisque ça aussi c'est un message très fort, Florence refuse finalement de se soumettre à ce mari, et en fait refuse la norme pour se tourner vers ce qu'elle est vraiment, et pour ne pas aller contre son absence de désir en fait, qui véritablement la fait souffrir parce que la société lui impose d'en ressentir, mais qui finalement n'a aucune véritable raison de se soumettre à cela. Donc en ça il y a un véritable message d'émancipation des femmes aussi. Donc il y a quelque chose de politique, de sous-jacent. De toute façon on sent que c'est un texte aussi politique, puisque les protagonistes distribuent des tracts par moment contre le nucléaire, sont engagés sur les questions écologiques, bref il y a beaucoup de choses comme ça. Ce sont des personnages aussi très cultivés, lettrés, qui se renseignent beaucoup sur le monde autour d'eux. Ce sont des artistes aussi, bref. Voilà, bon, pour toutes ces raisons-là, les personnages sont très intéressants à suivre. Et on n'est pas dans quelque chose de manichéen. On est dans quelque chose, au contraire, qui pousse à la réflexion, qui ouvre le lecteur à s'interroger sur des choses qui peut-être lui étaient étrangères jusque-là, et qui le fait très bien, qui le fait sans moraliser, qui le fait sans forcer. Donc voilà. Vraiment un ouvrage très réussi, je dirais qu'il va très loin dans son propos, mais qui est très mesuré dans la façon dont il l'aborde, et c'est ce qui le rend extrêmement intelligent, puisqu'en général quand on aborde des thématiques comme ça un petit peu complexes et très peu traitées dans la littérature, on a tendance à le faire d'une façon peut-être un petit peu trop rentre-dedans, ce qui fait très souvent que les critiques sont virulentes, et qu'on peut pointer du doigt des incohérences ou des conflits d'intérêts par exemple. Même si pour moi la littérature se doit d'être engagée sur bien des aspects, mais bon, je peux tout à fait entendre, j'ai un peu de mal avec la critique littéraire moderne quand même, mais je peux l'entendre. Bon ben là c'est pas le cas. Là je pense que quelqu'un qui vous dirait que cet ouvrage est beaucoup trop politique, et que vraiment l'opinion de l'autrice transpire du roman, je pense que la personne n'aurait pas lu le même livre que moi, voilà. Je vous le recommande vraiment. Pour le coup, ça change radicalement des ouvrages que je lis sur ces questions-là, qui sont très souvent des ouvrages adolescents qui se concentrent sur finalement la relation, la relation qui fera exception, mais qui du coup en fait je ne sais pas comment dire, fait que le protagoniste n'est finalement pas asexuel, mais simplement qu'il n'avait pas rencontré la bonne personne jusque-là. Là non, c'est un roman qui va au bout du propos, et encore une fois qui le fait très bien, et qui est nécessaire donc, parce que c'est une véritable voie pour les personnes asexuelles. Je trouve ça très bien, et vraiment je vous le recommande encore. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si le format un peu plus court, bien que finalement j'ignore combien de temps dure la vidéo, ça se trouve on sera sur le même laps de temps qu'habituellement, mais si la vidéo a été plus courte, n'hésitez pas à me dire si elle vous a plu. J'ai essayé aussi de faire peut-être un petit peu moins de montage et de vous proposer quelque chose de plus spontané, puisque c'est très largement ce que je préfère, même si je sais qu'en termes de rythme sur YouTube, beaucoup de personnes préfèrent couper leurs vidéos et pour mettre du dynamisme. C'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant longtemps, mais finalement je trouve ça bien aussi que tout le monde puisse se rendre compte que lorsqu'on parle en vidéo, on parle exactement comme on parlerait avec d'autres personnes. Donc il y a des hésitations, il y a beaucoup de moments de blanc, il y a des très récurrents, il y a des doutes sur les mots employés, et je trouve que c'est important de montrer aussi que l'usage du langage n'est pas aussi aseptisé que ce que peuvent le montrer les réseaux sociaux. Voilà, je pense que c'est un parti pris. Peut-être que ce sera quelque chose que je ne pratiquerai pas sur toutes les vidéos, parce que parfois j'aime bien aussi avoir quelque chose de très concis et d'assez rapide, donc d'éviter les temps de latence et les temps de réflexion. Mais là pour cette vidéo là, je vais essayer de rester au plus proche de la façon dont je le formule et de mon débit de parole habituel. En tout cas, j'espère que tout ça vous a plu. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous et faites de belles lectures.